Tolérance zéro à la corruption et l'organisation très prochaine des assises sur le Nord. Et à partir de maintenant, Ibrahim Boubacar Keïta voudrait que des principes de valeur motivent tout acte public. Un discours, on ne peut plus clair. Écoutons. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion du premier Conseil des ministres de ce gouvernement. Je vous félicite tous et toutes pour votre nomination au sein du gouvernement. Très vite, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'une sinécure, car nous avons l'exigence de satisfaire exclusivement les aspirations fondamentales de notre peuple, qui a subi au cours des mois écoulés des traumatismes profonds. Nous nous trouvons à un moment capital de l'évolution de notre histoire contemporaine. Nous avons fait depuis 2011 l'expérience traumatisante du lent délitement des institutions publiques, de la débâcle militaire et de l'effondrement de l'État. Notre nation a été profondément meurtrie. Chacune a éprouvé au cours des mois écoulés une blessure en son âme. Nous traversons présentement une crise multidimensionnelle qui touche l'ensemble des segments de notre société. Nos valeurs ont été ébranlées. Notre société est meurtrie. Nous comprenons à peine ce qui nous arrive. Il nous faut donc rebâtir de nouvelles institutions, remobiliser notre nation autour de nouvelles valeurs, de travail, l'excellence, le goût de l'effort, la recherche constante de la vérité. Ces nouvelles valeurs viendront nourrir celles qui ont fait jadis la force de notre société. La solidarité, le don de soi, l'acceptation de l'autre, la quête de soi, le connaître toi-même, Guéredon, Notice automne. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, vous avez devant vous la tâche exaltante de rédiger un nouveau chapitre de l'histoire du Mali. Je vous exhorte à bâtir une nouvelle espérance qui sera le fruit des sacrifices que nous consentirons aujourd'hui pour une vie meilleure demain. C'est le devoir de chaque génération que de préparer un meilleur avenir pour celles qui lui succéderont. Il nous faut rompre définitivement avec les pratiques du passé qui nous ont conduits à l'effondrement de nos institutions. Le Mali ne doit plus jamais connaître la situation effroyable qu'il a vécue. Notre peuple aspire au progrès matériel, à la transformation qualitative de son cadre de vie. Il veut une justice saine, qui soit égale pour tous. Une justice qui lui redonne confiance dans les institutions et les hommes qui les incarnent. Notre peuple attend de nous une lutte conséquente contre la corruption qui a gangrené tous les rouages de la société. En effet, la corruption a détruit notre appareil administratif, entraîné concomitamment la dégradation des conditions de vie de notre peuple et provoqué le désordre moral qui affecte notre société. La réhabilitation de la justice sera au cœur du projet de refondation de nos institutions, d'où la place éminente accordée à ce département. Nous sommes à la vérité, à la croisée des chemins. Nous devons refonder un nouveau contrat social en empruntant la voie du redressement, en suscitant constamment l'espérance en un Mali nouveau, un Mali enraciné dans ses valeurs de civilisation, mais ouvert au souffle poreux et fécondant des autres civilisations. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous avons le devoir de conduire une œuvre de transformation économique et sociale qui permette à notre pays de se situer sur la quête des nations émergentes dans les décennies à venir. Il nous appartient de régler définitivement la question du Nord
en forgeant une paix durable fondée sur la confiance entre toutes les composantes de la nation malienne, car chaque Malien est une force pour le Mali. Chaque Malien est indispensable à la construction du devenir de la nation malienne. Dans les jours à venir, nous engagerons sans tarder des actions en vue d'organiser les assises nationales du Nord, qui permettront, dans le cadre de discussions franches et approfondies, de forger un consensus national favorisant le règlement définitif du problème dit du Nord. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, désormais, l'action publique, l'action gouvernementale devra reposer sur les 5 principes directeurs suivants. Premièrement, une éthique de la responsabilité. Tout détenteur d'une charge publique devra avoir un comportement exemplaire. Chaque détenteur de l'autorité publique rendra compte de ses actes. Chacun devra valoriser le travail, le mérite et l'excellence. Deuxièmement, la promotion des services publics de qualité permettant la résolution des problèmes de nos concitoyens et l'amélioration de leurs conditions de vie à tous les niveaux. Troisièmement, le renforcement des institutions démocratiques en favorisant la participation active de tous les citoyens à la vie publique, en élargissant les espaces de débat, en favorisant la confrontation des idées dans tous les rouages de notre société. Quatrièmement, la promotion de l'égalité des chances à travers des politiques publiques de santé et d'éducation qui, corrigeant les inégalités de dotation initiale, offriront à chacun la possibilité de réaliser son potentiel grâce au travail bien fait. Cinquièmement, un principe de solidarité à travers un nouvel aménagement du territoire national qui assurera, par la valorisation des potentialités économiques, le renforcement du lien national, le développement effectif des communautés qui forment la nation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, la concrétisation de ces principes permettra de promouvoir une réelle réconciliation nationale reposant sur les fondements solides de la vérité et de la justice. Il s'agit avant tout d'assainir le climat politique, de rétablir la confiance entre les acteurs de la scène nationale et de consolider la cohésion de la nation. La concrétisation de ces principes nous permettra alors de faire vivre une démocratie véritable fondée sur des débats démocratiques, publics et contradictoires, une participation politique effective de l'ensemble de nos concitoyens. Nous devons nous réapproprier les valeurs essentielles de respect de soi, d'autrui et de la chose publique. C'est ainsi que nous insufflerons à nouveau dans le corps social les valeurs morales indispensables à son redressement. C'est ainsi que nous redeviendrons maîtres de notre destin. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, j'attache une grande importance à l'observation stricte de la solidarité gouvernementale, au maintien d'une ambiance conviviale entre les membres de l'équipe que vous formez désormais sous la conduite du Premier ministre. Chef du gouvernement, aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Aucun manquement à l'esprit de collégialité et de solidarité ne sera toléré. Et j'insiste là-dessus. Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, beaucoup de courage et je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même au service du Mali et du Mali seul. Voilà, le message du président de la République a été bien perçu par les ministres. Ensemble, avec la solidarité gouvernementale, les défis seront relevés. C'est en tout cas la vision de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Oumar Tantamli. Et pour cette première rencontre à Koulouba, l'atmosphère était conviviale entre les anciens et les nouveaux ministres. Mohamed Jarrah et son équipe ont baladé leurs caméras sur eux. En somme, une rentrée de classe. Suivons ce reportage. Première prise de contact entre le gouvernement Oumar Tantamli et le président de la République. C'est certainement un moment d'émotion et les nouveaux sont pressés de découvrir la salle de réunion. Une salle où la combustion de l'encens dégage encore une fumée odorante. C'est dans une telle atmosphère que les nouveaux dirigeants du Mali prennent place. Je suis jamais rentré, à part que j'ai vu souvent à la télé, mais je ne sais pas, je vais voir.
On rentre avec beaucoup de sérénité et ça le plus important. L'honneur que le président nous a fait, la confiance qu'il a posée en nous, on doit nullement décevoir. On retrouve d'anciennes figures dont certaines se sont installées dans une certaine discrétion. Aujourd'hui, ils se disent prêts à servir le pays avec honneur et dignité. Absolument, absolument, je suis sorti du bois. Servir l'État, vraiment, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est la consécration d'un projet politique, d'un combat que nous menons depuis 14 ans. Et c'est ce que nous voulons sur retour là ce matin. C'est donc une lourde et exaltante mission que le président de la République vient de confier à ses hommes et femmes. Les défis sont énormes et nombreux. Les ministres semblent mesurer leur portée. Je pense que si la collégialité est la règle de travail du gouvernement, en principe, on devrait y parvenir. La tâche est lourde, les ressources sont maigres, les attentes sont importantes, mais on va s'y atteler parce que c'est un honneur pour nous et un défi d'être dans ce gouvernement. Nous restons tous concentrés pour la réconciliation nationale, la reconstruction du pays, les problèmes de l'école, les problèmes de santé. C'est tout ça qui a fait l'objet du conseil des ministres de ce matin. Par le biais de quelconques membres. Je vous remercie, monsieur le ministre. La feuille de route étant dégagée, reste à l'appliquer. Il s'agit par exemple de réformer l'armée, une des priorités du président Ibeka. C'est-à-dire faire en sorte que l'autorité politique exerce clairement la tutelle sur l'ensemble des forces armées et de sécurité, améliorer les conditions de vie des militaires dans le cadre général de l'amélioration des conditions de vie des Maliens, et faire en sorte que nos forces soient assez opérationnelles à la fois pour les défis nationaux et régionaux. Un autre chantier prioritaire du nouvel exécutif, c'est la lutte contre la corruption. La réussite d'un tel chantier passe par la distribution d'une justice saine. La refondation de l'État malien n'est guère possible sans que la justice soit complètement refondée elle-même et que la justice puisse assumer à la fois un rôle que les justiciables attendent d'elle. Et ce rôle-là, c'est quoi? C'est de leur donner confiance. Autre priorité de ce quinquennat du président Ibeka, c'est bien la réconciliation. Le ministre en charge de ce département n'a pas voulu s'exprimer au sujet de ce conseil. Chacun de son côté entend donc imprimer ses marques à son département. Une diplomatie honnête, objective, mais aussi à la hauteur des attentes du peuple malien. Parce que, on sait qu'il y a la crise du Nord et il faudrait peut-être certainement équilibrer la vérité. S'il y a une méthode Moussa Maras, elle s'inscrit dans la droite ligne de ce que le président a tracé, c'est-à-dire rigueur, solidarité gouvernementale, liberté de parole entre les membres du gouvernement et rester dans la droite ligne du projet présidentiel. La nécessité de permettre à l'ensemble des Maliens de s'exprimer de la façon la plus totale et la plus sobre possible. Elle sera là et nous ferons en sorte que le courant passe entre toutes les couches sociales de ce pays. Le temps file et il faut donc aller très vite. Tel semble être le leitmotiv des nouvelles autorités. Depuis hier, nous connaissons donc la composition du gouvernement Oumar Tantamli et comme vous vous y attendiez, nous faisons voir des visages ce soir. Madame Boiré Fili Sissoko occupe désormais le ministère de l'économie et des finances. Maître Mohamed Ali Bachili occupe le poste de ministre de la Justice et des ministres de la Justice garde des Sceaux. Les portraits des deux ministres avec Ndeye Sissoko et Ibrahim Koulibaly. C'est elle, la nouvelle ministre de l'économie et des finances, Madame Boiré Fili Sissoko. Née le 22 août 1955 à Dakar au Sénégal, Boiré Fili Sissoko est mariée et mère de 2 enfants. C'est une femme très active et très organisée qui a su se faire une place de choix dans les instances de décision. Elle est titulaire du diplôme d'études approfondies en droit du développement, d'une maîtrise en sciences économiques et sociales et d'un certificat en planification stratégique et en budgétisation des programmes publics. Les finances n'ont aucun secret pour elle. Boiré Fili Sissoko a gravi tous les échelons. Entre autres, chef de la section comptabilité des recettes et études économiques, directrice générale adjointe des douanes, ministre de la communication, ministre chargé des domaines de l'État et des affaires foncières. Et depuis 2004, elle occupe le poste de chargée principale des opérations au bureau de la Banque mondiale pour le Mali. Poste qu'elle occupait jusqu'à sa nomination au département de l'économie et des finances. Elle parle le français,
l'anglais, le bambara, le kasonké, le wolof. Les Maliens attendent de la nouvelle ministre de l'économie et des finances qu'elle augmente leur pouvoir d'achat, favorise le retour des bailleurs de fonds et mette en place une politique pour amener les Maliens à s'acquitter de leurs devoirs civiques sur le plan fiscal pour combler le manque à gagner à ce niveau. Si les finances sont la spécialité de Boiré Fili Sissoko, la justice est celle de Maître Mohamed Ali Bachili. Il est le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux. Avocat de profession, il est détenteur d'un doctorat en droit et d'un DEA en droit, tous deux obtenus à l'Université de Paris 10, Nanterre, et d'un doctorat en criminologie. Du haut de ses 51 ans, Maître Mohamed Ali Bachili n'est pas inconnu dans le milieu judiciaire pour avoir été, tour à tour, substitut de procureur de la République, directeur de la législation au ministère de la Justice, directeur de l'Institut national de formation judiciaire, ambassadeur du Mali au Sénégal, directeur de la coopération juridique et judiciaire de la francophonie à Paris et professeur, entre autres. Son parcours professionnel l'a conduit au Bénin, au Burundi, au Rwanda, en RDC et j'en passe. Grâce à sa grande expérience du fonctionnement de la justice malienne, de l'État et de son administration, les Maliens attendent de Maître Bachili qu'il facilite leur accès à la justice et lutte contre la corruption et l'impunité. Celui qui dirige le ministère des Maliens de l'extérieur est un professeur d'enseignement supérieur. Il s'agit d'Ahman Silla, natif de Koulikoro, était jusque-là un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. Le ministère du Logement est confié à Mohamed Diarra, détenteur d'un DEA en sciences juridiques. Le nouveau ministre du Logement était jusque-là conseiller gouvernance démocratique par la coopération canadienne. Bourama Traoré. C'est un historien qui occupe désormais le ministère des Maliens de l'extérieur. Son nom, Abdraman Silla, né en 1962 à Koulikoro. Jusqu'à sa nomination, il était vice-président de l'Assemblée nationale. Le nouveau locataire du département des Maliens de l'extérieur est titulaire d'un doctorat et d'un DEA en histoire des relations internationales. Des diplômes obtenus à l'Université de l'Amitié des peuples Patrice Lumumba à Moscou en Russie. Le ministre Abdraman Silla a été, entre autres, directeur adjoint de la société Sira Sarl, et assistant administratif du projet 7e fête des ministères en charge des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Secrétaire aux relations extérieures et à l'intégration du RPM, le ministre Silla est médaillé de la Fédération de Russie et officier de l'ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Marié et père des enfants, il parle le français, le russe et le sarakolé. Quant au ministère du Logement, il est dirigé par Mohamed Diarra, avocat. Du haut de ses 55 ans, le natif de Sikasso est depuis 2005 conseiller gouvernance démocratique pour la coopération canadienne. Le ministre Mohamed Diarra est titulaire d'un DEA en sciences juridiques, d'un certificat en droit de la personne et de la démocratisation, d'un certificat en éthique et lutte contre la corruption. Il a enseigné à l'École nationale d'administration ancienne formule de 1990 à 1993, année à laquelle il devient ministre des droits de l'homme et des institutions. Le ministre Diarra, marié et père des enfants, se donne comme priorité de combler les déficits du logement au Mali estimé à 400 000, et cela conformément à l'orientation du président de la République. Quant à son collègue des Maliens de l'extérieur, il entend contribuer à valoriser les apports financiers de nos compatriotes de la diaspora, évalués à 300 milliards de francs CFA par an. Le ministre Ousmane Agrissa n'est pas nouveau au gouvernement, chargé de l'environnement et de l'assainissement, va continuer ce qu'il a entamé il y a une année. Il sera rejoint par le jeune ministre Moussa Mara, ancien candidat à la présidentielle et maire de la commune 4. Il vient renforcer les actions environnementales avec sa politique des villes sur toute l'étendue du territoire. Faites connaissance de ces deux ministres avec Mariam Sagara. Parmi les jeunes qui font leur entrée au gouvernement Li, il y a le maire de la commune 4, Moussa Mara. Connu pour son sérieux, son assiduité et son ardeur au travail, la commune 4 a choisi ce jeune politicien pour assurer le développement interurbain de ses quartiers. Cet expert comptable de 38 ans a comme premier souci la transparence dans la gestion commune. Le président du parti Élément Le Changement a un brillant parcours scolaire, ce qui lui a valu plusieurs titres dans sa carrière. Aujourd'hui, manager associé à plusieurs ordres comptables, il est membre du conseil d'administration de l'École supérieure de gestion. Chargé des cours au CESAC de Dakar, il est aussi formateur des formateurs à l'École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA au Bénin.
Ancien secrétaire général de plusieurs organismes et ancien vice-président du Conseil comptable ouest-africain, il est membre du jury du diplôme d'expertise comptable ouest-africain. Quant à son parcours politique et citoyen, malgré son jeune âge, il a été candidat aux élections communales, législatives et présidentielles de 2004 jusqu'en 2013. Chevalier de l'Ordre national du Mali, il a créé beaucoup d'initiatives pour la jeunesse de sa commune. Au chapitre des publications, il est auteur de plusieurs ouvrages. Depuis 2000, il a écrit des livres dans le domaine de l'expertise comptable, notamment sur le CISCOA et les réflexions sur l'État malien. Moussa Mara est marié et père de 3 enfants. Le ministre Ousmane Agrissa reste dans son fauteuil pour le nouveau gouvernement. Né à Djibok, dans la région de Gao, il y a plus d'une 50aine d'années, il est ingénieur d'agriculture et du génie rural. Ce polyglotte parlant 5 langues a déjà fait ses preuves au gouvernement précédent. Il a occupé plusieurs fonctions avant d'être ministre, notamment chef de cabinet au ministère de l'Agriculture, coordinateur du Centre régional d'information, de formation et d'animation CRIFA, couvrant 8 pays, conseiller à la Fondation Strom, chargé de mission au ministère qu'il occupe présentement. Il fut assistant au PAM à Bamako et j'en passe. Son passage à l'artisanat et au tourisme a permis de galvaniser ce secteur au-delà de nos frontières. Agrissa, comme l'appellent ses intimes, est très social et attentif aux causes des démunis. Sa détermination et sa persévérance dans le travail ne donneront aucune chance à l'insalubrité de Bamako. Contre ce phénomène, le ministre Ousmane Agrissa va revêtir un autre costume pour faire face à cette tâche immense qui l'attend. Il promet avec élégance de donner un environnement sain et viable aux enfants et à leurs mamans. Ousmane Agrissa est marié et père de 5 enfants. L'agenda du tout nouveau ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, Cheikh Oumar Diarra, est d'abord de recoudre le tissu social et d'accélérer le développement. Quant au ministre de la Santé, sa priorité est et demeure une meilleure adéquation de l'épineuse problématique de l'hygiène et de la santé. Rien ne sera plus comme avant, dira le ministre Ousmane Koné. Mohamed Touré est allé à leur rencontre. Dans un pays où tout est prioritaire, l'équilibre social demeure le ciment de toute réussite. D'où la création du tout nouveau ministère en charge de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord. Cheikh Oumar Diarra est docteur en sciences politiques de l'Université de Bordeaux 1, docteur en études africaines du Centre d'études d'Afrique noire. Il est détenteur d'un DEA du CA et d'un diplôme de l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Le ministre Diarra a un agenda vaste qui va de la réconciliation nationale au développement. Ses priorités: rebattre la carte de la confiance entre les Maliens, recoudre le tissu social, accélérer le développement et assurer la mise en œuvre des assises nationales. Pour réussir, le ministre Diarra dispose d'un vaste réservoir d'expérience. Il a été chargé de mission à la délégation générale au Nord, négociation avec la rébellion Touareg de 1991-92, conseiller politique du Premier ministre entre 1994 et 1995, ambassadeur du Mali auprès des États-Unis et consultant international. Il a à son actif plusieurs publications, parmi lesquelles le Mali, bilan d'une gestion désastreuse, et l'Afrique au XXIe siècle, à paraître. La création des ministères de la Santé et de l'Hygiène publique est une réponse à la demande sociale. Et désormais, rien ne sera comme avant, nous a confié le nouveau ministre Ousmane Koné, inspecteur des sciences économiques. Né le 19 mai 1952 à Bamako, il fit ses études primaires à Bamako, Bafoulabé et Sikasso. Après son baccalauréat en sciences exactes au lycée Askia Mohamed, il entre à l'École nationale d'administration ENA en 1972, où il décroche en 1976 une maîtrise en sciences économiques. Après avoir servi à la direction nationale du budget comme inspecteur stagiaire, Ousmane Koné élargira ses compétences successivement comme adjoint au directeur financier de l'opération Arachides et cultures vivrières, plusieurs fois au poste à l'opération du développement intégré de production arachidière et céréalière au DIPAC, plusieurs fois conseiller technique et directeur administratif et financier notamment au ministère de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, à la primature et depuis 2002, conseiller technique au ministère de la Santé.
C'est donc un terrain connu que le ministre Koné s'attellera à résoudre la difficile équation hygiène et santé. Ousmane Koné est marié, père de 6 enfants. Il parle français et anglais. Ce sont 2 personnalités du Sérail qui arrivent aux commandes des départements de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Madame Togola Nana Marie Jacqueline et Moustapha Diko, tous enseignants de profession. Si Madame Togola est à sa toute première expérience ministérielle, c'est tout à fait le contraire pour Moustapha Diko qui n'est pas à sa première expérience. Des portraits avec Aïssata Ibrahim Meiga. C'est elle, Togola Nana Marie Jacqueline, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale. C'est le pur produit de la formation nationale passée par l'école Thiéba de Sikasso, le cours Notre-Dame du Niger et le lycée de jeunes filles de Bamako. Togola Nana Marie Jacqueline obtint en 1975 sa maîtrise en lettres à l'école normale supérieure de Bamako. Le ministre de l'Éducation consacra ainsi 24 ans de sa carrière dans le milieu éducatif où elle enseigna les lettres dans plusieurs lycées de Bamako, Ségou et Sikasso. Elle réalisa également plusieurs stages et formations dans le domaine éducatif et aussi de la communication. Nommée membre du Conseil supérieur de la communication du Mali en 2006, elle en devient la présidente en 2009, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa nomination hier dimanche. Pour déjà commencer, une des priorités de Mme Togola sera de préparer la rentrée scolaire, chose à laquelle elle s'attelle déjà, car, a-t-elle dit, il n'y a plus de temps à perdre. Quant à Moustapha Diko, il revient sur un terrain bien connu, car il occupa ce même poste de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 1993 à 1997, puis celui de l'éducation de 2000 à 2002. Celui qui a la lourde tâche de redonner l'excellence d'antan à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique a ainsi une riche et exaltante expérience en tant qu'enseignant, parlementaire, mais aussi diplomate, maître d'œuvre du programme décennal de développement de l'éducation, de la création de l'Université du Mali où il fut enseignant. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en famille. Des atouts qui lui serviront certainement pour relancer le développement à travers une éducation de qualité. Les 2 ministres du secteur éducatif ont un point en commun. Ils sont tous nés en avril 1949 pour Mme Togola et 1955 pour M. Diko. Soumeilou Boubé Meiga, un homme qu'on ne présente plus, mais comme il est revenu ministre de la Défense dans ce gouvernement, on se fait le plaisir de vous le présenter. Et le ministre de la Culture, Bruno Meiga, qui est resté à son poste. Des portraits signés Ndeye Sissoko. C'est en terrain connu que Soumeilou Boubé Meiga arrive au ministère de la Défense et des anciens combattants. Né le 8 juin 1954 à Gao, Soumeilou Boubé Meiga est un expert des questions sécuritaires. Son parcours professionnel en est la preuve à lui seul. Il a été tour à tour chef des services de renseignement, ministre de la Défense et des anciens combattants et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, entre autres fonctions. Soumeilou Boubé Meiga a fait des études de journalisme au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de Dakar, ainsi qu'en France, où il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées de diplomatie et administration des organisations internationales à l'Université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l'Institut d'administration de Paris. L'homme au carnet d'adresses bien rempli a comme passe-temps l'écriture et le basketball. D'ailleurs, il a un diplôme d'entraîneur de second degré de cette discipline. Les attentes des Maliens le concernant sont nombreuses. Il souhaite que le nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants restaure l'État, l'intégrité territoriale, sauvegarde les acquis en matière de sécurité et consolide la paix encore fragile. Bruno Meiga, ministre de la Culture, n'est plus à présenter. Et pour cause, il a été reconduit à son poste. Le locataire du département de la culture est bien dans son élément. L'on retrouve partout chez lui les couleurs de la culture malienne, de la salle d'attente au bureau en passant par ses tenues traditionnelles. Comme aujourd'hui, dans son bazin 3 pièces, accompagné de la coiffe. Bruno Meiga fêtera ses 61 ans dans 2 semaines. Il est né le 28 septembre 1952 à Ségou. Il est diplômé de l'École normale supérieure de Bamako, section philo-psychopédagogie. Après un passage à l'Institut pédagogique national comme chargé de recherche, il occupera successivement les postes de directeur de la compagnie du Théâtre national du Mali,
chef de section à la Direction nationale des arts et de la culture DNAC, chef de la promotion artistique et littéraire de la DNAC, chef du service de courrier, des archives et de la documentation au secrétariat général de la présidence de la République. Bruno Maïga a par ailleurs enseigné comme vacataire à la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université de Bamako et au conservatoire des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté. Bruno Maïga a été ministre délégué auprès du ministre malien de la Jeunesse, du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ministre de la Communication et ministre de la Culture. Il devra s'atteler à protéger les monuments culturels, recenser et revaloriser les sites culturels ou encore lutter contre la piraterie qui demeure un problème récurrent. Voilà, d'autres visages des membres du gouvernement dans nos éditions de demain. Suite donc à la mise en place du premier gouvernement de Ibrahim Boubacar Keïta, nous avons promené notre micro dans les rues de Bamako pour recueillir les appréciations de nos compatriotes sur l'équipe d'Oumar Tantamli et d'exprimer leurs attentes. Alucene Touré dans les rues de Bamako. Les réactions de nos compatriotes sont mitigées quant à leur appréciation sur la composition du gouvernement. Si les uns le trouvent bien à propos, les autres y retrouvent des anciennes connaissances. Je pense que, comme Ibeka même l'a dit, c'est un gouvernement d'union. Donc on va voir, après les législatifs, peut-être qu'il peut prendre des hommes politiques, on ne sait pas. Mais pour le moment, comme lui-même l'a dit, c'est un gouvernement d'union. Bon, je pense que ça va quoi, ça va pour nous. Je suis déçu. Je suis déçu, je ne m'attendais pas à une équipe ainsi composée. Parce que nous avons voulu qu'il y ait un changement, et un véritable changement. Je trouve la constitution tout à fait à la hauteur du souhait. En tout cas, à mon avis, moi je trouve que c'est un gouvernement qui fera quelque chose de convenable dans l'avenir. Et surtout, un gouvernement qui va œuvrer certainement, n'est-ce pas, dans le but de combler l'attente, n'est-ce pas, de tous les Maliens. Ce nouveau gouvernement, à ma pensée, à mon opinion propre, je ne l'apprécie pas entièrement. Personnellement, je crois que dans l'ensemble, c'est bien. Vu la situation du pays, je pense que M. le Président a fait un bon choix parce que tous les Maliens sont concernés, que ce soit au nord jusqu'au sud. Chacun est représenté et on sait que ce n'est pas un choix politique. Je pense que s'ils ont été nommés, ça veut dire qu'ils ont la confiance du président de la République. Et quand quelqu'un a la confiance du président de la République, on a vu pourquoi on a voté pour lui, parce qu'on a confiance en lui. Donc s'il nomme des ministres, on s'est dit que lui aussi, il a confiance en eux. Quant à leurs attentes, elles varient en fonction de la catégorie sociale et des centres d'intérêt des uns et des autres. On attend que ce gouvernement vraiment accomplisse les vœux de la population. Quels sont les vœux de la population? D'abord, il y a la crise scolaire, parce qu'on a vu que vraiment, actuellement, les élèves n'ont pas le niveau. Ça, c'est un. De deux, il y a beaucoup de jeunes diplômés sans emploi. Donc, on souhaiterait que vraiment, il y ait quelque chose par rapport à ça, qu'on crée des emplois ou qu'on crée des ouvertures au niveau de la fonction publique. D'organiser les législatives comme il faut, de réconcilier les Maliens. On a parlé des grands problèmes de l'État. Cela n'est caché de personne. Il y a la corruption. Il y a un problème extrêmement important. Nous avons fait la campagne. On a installé le ministre, on a installé le gouvernement. Mais les Maliens ne travaillent pas. Personne n'a demandé aux Maliens de se mettre au travail. Mais comme on le dit, on reconnaît le maçon au pied du mur. Il faudra un peu plus de temps pour juger de l'efficacité de l'attelage gouvernemental. Un gouvernement au travail donc et les passations de services ont déjà commencé pour certains ministres. C'est ainsi qu'au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les deux ministres ont rencontré les membres du cabinet, les directeurs des structures, les chefs de services rattachés et le ministre sortant a saisi l'opportunité pour réaffirmer toute sa reconnaissance à l'ensemble du personnel pour l'avoir accompagné nonobstant les difficultés liées à la crise que connaissait notre pays. Le
le tout nouveau ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Maman Babi, a fait remarquer, lui, sa disponibilité pour une franche collaboration. L'actualité sur un autre plan, solidarité internationale. À la suite des inondations du 28 août dernier dans notre pays, l'Algérie vient de mettre à la disposition du Mali une trentaine de tonnes de vivres et des couvertures. La cérémonie de donation s'est déroulée ce matin à l'aéroport international de Bamako-Sénou et en présence du tout nouveau ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires, Lamine Keïta. Ce geste de solidarité en faveur des victimes des inondations du 28 août dernier traduit l'excellence des relations qui existent entre Alger et Bamako. Ces dons en vivres de 31 tonnes est composé de riz, sucre, pâtes alimentaires, huile, plus 3000 couvertures. L'Algérie a toujours été présente aux côtés du Mali chaque fois que le Mali a connu ou traversé des épreuves difficiles. Nous avons été frappés ces temps-ci par une catastrophe naturelle à travers les inondations qui ont fait des sinistrés et qui nous ont fait déplorer malheureusement plusieurs dizaines de morts. Aujourd'hui, nous recevons de l'Algérie encore une fois une aide alimentaire. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République algérienne démocratique et populaire a indiqué que son pays continuera d'assister le Mali à chaque fois que le besoin se fera sentir. Mon pays, l'Algérie, a décidé l'envoi d'une aide humanitaire suite aux intempéries récentes qui ont touché le Mali. Cette aide est composée de 60 tonnes, principalement de produits alimentaires. À l'arrivée en deux tranches. La première, on vient d'assister à premier arrivage. Deuxième arrivage est prévu dans 3 jours, donc ça sera le jeudi prochain. Une trentaine d'experts renforcent leur capacité à la direction des finances et du matériel du ministère de l'Agriculture. C'est à la faveur d'une session de formation initiée par la FAO en partenariat avec l'Institut national du Sahel et le commissariat à la sécurité alimentaire. Compte rendu Nando Dambélé. Le cadre harmonisé était consensus technique qui évalue l'insécurité alimentaire sur la base de la convergence des preuves fournies par la diversité des indicateurs générés par les dispositifs et méthodes. Sa mise en place depuis plusieurs années dans l'espace SILS représente un puissant outil d'aide à la décision des politiques de la région. Permettre une meilleure prise en charge de l'insécurité alimentaire. Les États de la sous-région, les organisations régionales et internationales ont mis au point différents outils et mécanismes de suivi de la vulnérabilité, de prévention et de gestion des crises alimentaires. L'objectif recherché par la présente session est de renforcer les capacités des acteurs de la sécurité alimentaire au Mali sur cet outil. C'est une opportunité qui est offerte au comité technique régional du cadre harmonisé d'élargir la masse d'experts qui vont maîtriser cet outil d'aide à la décision. C'est pourquoi le SILS, l'INSA, n'ont ménagé aucun effort lorsque nous avons été interpellés pour contribuer à côté de la FAO à cette initiative. Pendant 3 jours, les experts participant à la session vont examiner des thématiques comme la revue des cadres analytiques, la définition des rôles et responsabilités des acteurs, la classification de la sévérité et ses causes, la vue d'ensemble des étapes du cadre harmonisé. Mettre en place un réseau efficace de distribution d'intrants agricoles pour booster la production et la productivité dans la région de Sikasso, c'est l'objectif que l'ONG Mission Sahel, avec un financement de Agra, vise à travers un programme de développement et d'extension du réseau de distribution d'intrants. Le programme a été lancé à Sikasso. Sikasso, compte rendu de Sekou Konaté. À travers ce programme démarré en 2012, l'ONG Mission Sahel, sur le financement de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique Agra, veut accroître la productivité et la production agricole, mais aussi les revenus de 70 000 petits exploitants agricoles d'au moins 30% dans la région de Sikasso. Ce programme ne peut pas aller sans un certain nombre d'acteurs, à savoir les agrodealers, à savoir les paysans, à savoir les gros fournisseurs
à savoir les services techniques. Donc pour atteindre cet objectif, alors Mission Sahel vraiment a cherché à collaborer avec tous ces intervenants pour pouvoir atteindre vraiment l'objectif fixé par AGRA. La facilitation du partenariat agro-dealers et organisations paysannes dans la région de Sikasso pour une utilisation efficace des intrants agricoles au service d'une commercialisation de qualité sera l'axe central de ce programme. La reprise non seulement du programme Zone Grenier va venir, il faudrait qu'il y ait une synergie entre les différents programmes, parce qu'au niveau de la Direction nationale de l'agriculture, nous avons également un projet carrément conçu, financé par AGRA, pour le contrôle des qualités des intrants. Une initiative que la région de Sikasso salue. Les travaux qui suivront ces lancements seront pour vous une opportunité pour apporter vos idées et vos expériences afin de permettre à l'ONG Mission Sahel d'atteindre ses objectifs qu'elle s'est assigné dans la région de Sikasso. Le présent programme est prévu sur 3 ans et coûtera plus de 320 millions de francs CFA. 4 UE conformes et APFAM participent à l'initiative. L'autre titre phare de ce journal, c'est l'ouverture de la session de la cour d'assises de Bamako en transport à Ségou. La session qui a donné son coup d'envoi dans la salle de délibération du conseil régional aura en charge 44 dossiers. Ségou, nous retrouvons Kandesila. Au total, 44 affaires sont inscrites au rôle de cette 3e session de la cour d'assises de Bamako en transport à Ségou. Une session dont la cérémonie d'ouverture a regroupé les autorités régionales et judiciaires, les chefs de service et autres responsables de la société civile. Durant près d'une vingtaine de journées, les membres de la Cour auront à examiner plusieurs dossiers. Des dossiers relatifs aux cas de crimes de sang au nombre de 24, 15 infractions contre les mœurs et des cas de vol qualifié ou d'atteinte aux biens publics. Le tableau peint par le ministère public qui a situé le contexte de l'événement, certes sombre, interpelle davantage. On peut tous se permettre aujourd'hui au Mali vendre les biens d'autrui, tuer, voler, prendre la place d'un autre, spolier, le tout sans risque d'être puni, seulement à la condition d'avoir les bras longs. On a les bras longs, on est assuré de l'impunité totale. Des exemples, à l'école, tout se vend. Tout s'achète et personne ne réagit, on trouve que c'est même normal. La règle de l'art qui garantit l'égale écoute de toutes les parties demeure le maître mot du représentant de l'ordre des bâtonniers, maître Isiaka Keita. Quant au président de la Cour, il a invité la population ségovienne à participer massivement aux audiences, car, dira-t-il, la Cour d'assises est surtout une autre école du droit et de la vie en société. J'invite tout le monde, particulièrement la jeunesse, à retourner à nos valeurs sociétales fondées sur l'honneur et la sagesse, valeurs dont le respect aide à tuer dans l'œuf les foyers criminogènes. Quant à la Cour, elle saura voir loin dans la portée de son serment, en sachant que ses arrêts s'appliquent à des êtres humains et que pour cette raison, elle doit constamment se remettre en question pour amender ses décisions. Notons que durant les 18 jours, les audiences se dérouleront dans la salle de conférence du Conseil régional et celle d'audience du tribunal de première instance de Ségou. Le poste de contrôle frontalier de l'Abezanga est désormais fonctionnel et la présence des forces de défense et de sécurité rassure les populations. De nombreux habitants de la localité avaient fui les exactions des rebelles pour se réfugier au Niger voisin. La ville, presque vide, attendait l'arrivée des forces armées maliennes pour le retour de ces déplacés ainsi que le redémarrage effectif des activités socio-économiques. Drissa Kone, compte rendu. Depuis la libération de la région de Gao, la frontière du Mali avec le Niger était livrée à toutes sortes de trafics et de banditisme. Pour lutter contre ces fléaux, les jeunes de l'Abezanga s'étaient organisés en milice autodéfense. Leur action a d'ailleurs été saluée par les autorités. Maintenant réouvert, ces postes servira citoyens et usagers de la route qui n'ont pas manqué de le reconnaître. On est vraiment content, on est bien aussi. Comme maintenant les familles sont venues, on sont vues ici. Vraiment, on est vraiment content. Nous pensons que c'est comme si aujourd'hui on est libéré parce que nous, aujourd'hui, on peut faire notre travail. Nous sommes des cultivateurs, des jeunes qui sont avec leur père et leur maman.
qui travaillent dans la famille. Quand il n'y avait pas la sécurité, on faisait tout. Au Niger voisin, plus précisément à Ayoru, des milliers de réfugiés de l'Abezanga et d'autres localités du cercle d'Ansongo attendaient ce moment pour entamer leur retour au Bercail. Pour nous, nous sommes garantis. La population est là, les grandes personnes, les enfants, ils sont tous là. Ceux qui sont au Niger aussi, ils sont là-bas uniquement pour attendre le retour des autorités en place. Le poste frontalier de l'Abezanga a été créé en 1961. Depuis cette date, les relations entre la population et les forces de défense et de sécurité ont toujours été au beau fixe. Chacune d'elles souhaite renforcer cette coopération pour l'intérêt supérieur de la nation. Page sport de ce journal, volleyball, la 22e édition du championnat national a pris fin hier dans la salle des sports du stade du 26 mars. L'USFAS en dames, monsieur, remporte les trophées. Elle a gagné respectivement face à Ségou en dames et la commune 5 chez les hommes. Abdul Karim Kaba, compte rendu. La 22e édition du championnat national de volleyball s'est bien achevée dans la règle de l'art. Chez les dames, l'équipe de Ségou, ici en jaune, est face à l'USFAS. Les USFASiennes n'ont en aucun moment tremblé devant cette formation ségovienne en devenir. Le bleu l'emporte par 3-7 à 0, 25-14, 25-21, puis 25-18. Comme en ouverture de ce championnat, la finale des hommes oppose la commune 5 en blanc et l'USFAS, les classicos du volleyball malien. La tension, la pression et l'émotion caractérise cette opposition. Au premier set, les militaires gagnent de justesse par 25-21. Deuxième acte du jeu, les communards avec leur entraîneur-joueur Tchemogo Samake ne se laissent pas faire. Ils s'imposent par 25-20. L'USFAS revient au troisième set, 25-21. À 2-7 à 1, les titres semblent échapper à la commune 5. Le bleu et jaune de l'USFAS s'empare du quatrième set, 25-9, et du coup conserve son titre de champion du Mali. Cette édition a vu la commune 5 porter une réserve sur le joueur Mamadou Diallo de l'USFAS. Dans l'ensemble, le président de la Fédération malienne de volleyball se réjouit de l'organisation. C'est un sentiment de joie parce que nous venons de clore ce 22e championnat dans l'allégresse totale et surtout après le constat d'échanges vifs, vigoureux et agréable entre les équipes qui ont compéti. Des remises d'attestation aux délégations, arbitres et organisateurs ont été sans doute l'un des temps forts de cette finale. L'USFAS en dames succède à Koulikoro et en hommes, les militaires conservent leur titre. Après le championnat national, les yeux sont donc tournés vers le tournoi de la solidarité au Bénin. Football, énième arrêt de Samuel Eto'o, le footballeur camerounais vient une fois de plus de déclarer qu'il mettait fin à sa carrière professionnelle. Mais pour combien de temps encore? Suivons. Le Cameroun est sous le choc. Samuel Eto'o arrête sa carrière internationale. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé à ses coéquipiers hier dans les vestiaires après la victoire contre la Libye. La star invoque des raisons familiales, mais les relations conflictuelles qu'il entretient avec l'entraîneur des Lions indomptables n'y sont sans doute pas pour rien. À 32 ans, cette retraite est une surprise, mais ce n'est pas la première fois qu'Eto'o délaisse ses coéquipiers. L'avenir dira si cette fois, c'est pour de bon. Cette information, les Jeux de la francophonie qui ont démarré hier connaissent déjà ses premières défections. 10 joueurs de la République démocratique du Congo ont tout simplement disparu des écrans radars. Si vous voulez bien comprendre, ils ont pris la fuite. Chronique santé du jour est consacrée à une maladie qui s'attaque à l'os et à la moelle osseuse appelée ostéomyélite. Le manque d'hygiène, ne pas traiter des infections du genre angine, l'otite et le non-respect du calendrier vaccinal de l'enfant peuvent conduire à cette maladie qui détruit les os. Pour en parler, l'équipe de Focus Santé est allée voir au service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé.
Le manque d'hygiène, la promiscuité, le non-traitement des infections récurrentes ou ne pas vacciner correctement son enfant peuvent nous coûter cher. Parmi les risques auxquels ces habitudes nous exposent figure l'ostéomyélite, une maladie infectieuse qui peut partir de n'importe quel point de notre organisme pour ensuite détruire les os. Il y a une infection quelque part, une otite ou une angine. On a des germes à ces endroits et ces germes sont véhiculés par le sang. Donc quand ils sont véhiculés par le sang, ils arrivent à leur cible. Leur cible, c'est l'os. Ils vont se fixer et compromettre la vascularisation de l'os. Et cette compromission va entraîner une nécrose de l'os et tout ce qui va s'en suivre. L'agent pathogène dès le début provoque une fièvre chez le grand enfant, des douleurs du membre concerné, une plaie cutanée ouverte et purulente par laquelle peuvent sortir les os détruits par les microbes. Le nouveau-né et le nourrisson atteints d'ostéomyélite pleureront beaucoup plus et bougeront moins des membres. En service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Gabriel Touré, on estime qu'entre mars 2012 et mars 2013, 3,55% des 1208 consultations sont des cas d'ostéomyélite. La maladie à elle seule représente 4,72% des interventions chirurgicales de ce service. Selon le docteur Issa Amadou Touré, tout le monde est exposé à cette maladie vu le mécanisme physiopathologique. Toute infection cutanée ou bien toute infection primaire, qu'elle soit pulmonaire, cutanée, peut être véhiculée par le sang et entraîner l'ostéomyélite. Mais seulement, il y a des sujets qui sont beaucoup plus exposés. Donc ces sujets sont, vous avez l'enfant, si vous voulez, le nourrisson autour de 4 mois. Vous avez également les enfants de 8 à 12 ans. On a un pic à ce niveau également. C'est des enfants qui commencent à jouer, qui sont turbulents, qui ont des plaies qui ne sont pas souvent traitées, soignées, et qui les exposent également à ces infections ostéo-articulaires. Vous avez également d'autres sujets sur le terrain, les sujets comme les drépanocytaires. Vous avez également donc certains sujets qui sont dépourvus de leur rate, par traitement chirurgical. Vous avez également l'immunodépression, qu'elle soit acquise ou innée. Mais ceux qui ont une ostéomyélite peuvent avoir un style de vie qui les a trop exposés. Il y a la précarité d'hygiène corporelle, parce que c'est à peu près une maladie d'hygiène. On n'est pas propre, on fait une infection, ça se complique, on ne soigne pas et ça se véhicule vers les os. Il y a ce qu'on appelle également la promiscuité, c'est-à-dire des sujets qui sont entassés dans une pièce peut-être de 2 mètres carrés, on met 4-5 personnes. Donc il y a facilement une contamination par voie respiratoire, qui peut faire des infections respiratoires, qui par la suite se compliquent et donnent la maladie. Vous avez également le paupérisme. On dit dans notre jargon, tous ceux qui sont pauvres, généralement, ont une hygiène déficitaire, donc ils sont également exposés à la maladie. La prise en charge de l'ostéomyélite commence par la gestion de la douleur et une administration d'antibiotiques avec très souvent une opération chirurgicale accompagnée d'un suivi biologique strict. En cas d'extradition de l'os détruit, l'organisme est supposé le renouveler, mais comme le disent les spécialistes, ce n'est pas gagné d'avance et il existe un risque de déformation, de raccourcissement du membre. Traiter correctement toutes les infections, une bonne hygiène et le respect du calendrier vaccinal chez l'enfant permettent d'éviter l'ostéomyélite, dont de plus en plus de cas arrivent à l'hôpital Gabriel Touré. Avant de refermer définitivement ce journal, ces communiqués, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane que le mois lunaire Zul Huida ou Seli Furanche Kalo a débuté dans notre pays samedi dernier, samedi 7 septembre.
La maison du Hajj porte à la connaissance de la communauté musulmane du Mali qu'elle organise demain mardi 10 au dimanche 15 septembre des journées de formation et d'éducation religieuse des pèlerins sur les thèmes ci-après. Formalités administratives du pèlerinage au Mali et en Arabie Saoudite, conditions de voyage et de séjour en Arabie Saoudite, rites de l'Umra et du pèlerinage, séances pratiques des rites de l'Umra et du pèlerinage, des conseils généraux, projections de films sur les conditions de voyage et les rites du pèlerinage. Les pèlerins de toutes les filières d'organisation du pèlerinage sont invités à prendre part à ces journées de formation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information du jour, c'était le premier conseil des ministres du gouvernement, Oumar Tantamli. Demain 13h, Amara Malé Diallo. Et pour demain, 18h, 20h, je me ferai le plaisir d'être là.